Bonsoir, bienvenue dans votre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. C'est une édition spéciale aujourd'hui, comme l'édition précédente où nous avons échangé avec le docteur Noël Tchani. Nous continuons avec le même thème aujourd'hui sur le projet budgétaire 2020 et la gratuité de l'école primaire. Aujourd'hui, nous échangeons avec M. Alkitengue qui est un analyste économique. Avant de prendre cet échange, prenons les avis du public. Oui, la gratuité de l'école primaire, c'est une bonne chose. Moi, en qualité de parent, je ne peux qu'apprécier cette gratuité. Mais voyons voir où est-ce qu'on va en aboutir avec. Mais la gratuité, c'est une bonne chose à mon avis. C'est une bonne chose. Et que pensez-vous du budget actuel du pays et le budget projeté? Bon, le budget, jusque-là, pensons que le budget est de 10 milliards. Et pensons que, bon, moi, je ne vois pas l'aspect budget, parce que notre pays est extrêmement riche. Ça, laissez-moi vous dire ça. Les budgets, oui, on les prépare, on les calcule et tout là. Mais ce qui est important pour la gratuité de l'enseignement, à mon sens et à mon avis, c'est la bonne volonté du gouvernant. Si le président de la République, là je cite son nom parce que c'est lui le garant de la Constitution, s'il a cette bonne foi, bonne volonté, l'argent ne manque pas. Et vraiment qu'il tienne. Et là, j'en appelle encore aux gens qui sont à ses côtés. Là, je vais citer les ministres et les DG pour qu'ils puissent l'appuyer, qu'ils cessent d'abord de voir leurs intérêts égoïstes, qu'ils placent d'abord l'intérêt général et de ne pas confondre, de ne pas faire la concussion. Donc confondre la caisse de l'État à leur propre poche. La gratuité scolaire officiellement annoncée en cours d'exécution pour l'année scolaire 2019 est une très bonne chose. Étant que parent, responsable et fonctionnaire de l'État, mon revenu mensuel ne me permettait pas de prendre en charge la scolarité de mes enfants. Du fait que j'en ai 4 qui étudient, je les ai tous inscrits dans une école où la gratuité s'est fait effective. Concernant la responsabilité de l'État, nous devons comprendre que la gratuité effective demande un budget conséquent. De ce fait, l'État congolais doit s'organiser de manière à lutter contre les évasions fiscales et la corruption. Une des possibilités pour lui de canaliser les fonds qui lui échappent vers le trésor public, qui va lui permettre la concrétisation de la gratuité scolaire effective. La gratuité de l'enseignement, à mon humble avis, c'est une très bonne chose parce que ça permet l'accès pour tous à l'éducation nationale, mais seulement la manière dont ça a été appliqué. Moi, je pense que ça n'a pas été minutieusement bien planifié. Comment ça a été? Comment ça? Parce que nous savons qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, on avait plus de 100 000 enseignants qui étaient non payés. Ceux-là vivaient aux dépens de moyens que les parents versaient pour le compte de appui à l'enseignement. Maintenant que les choses se sont passées de manière brusque, je pense qu'en attendant le nouveau budget, les parents là, je suis en train de me demander comment est-ce qu'ils vont vivre. En fait, proposer par rapport à ce qui a été déjà fait, bon, je ne sais pas, mais seulement je demanderai à ce que la gratuité soit progressive. C'est-à-dire qu'on commence par des provinces qui ont été touchées par des guerres, on touche les familles, des familles vulnérables, des personnes vivant avec handicap, des orphelins, des familles de réfugiés des guerres par exemple. C'est mieux au lieu que ça soit un peu de manière générale. Merci. Place aux questions aux entreprises. En fait, notre startup Genitech Group est une startup qui évolue essentiellement dans le domaine du numérique et des projets innovants. Pour le cas d'espèce, nous avons Beauty App. En fait, c'est quoi Beauty App? Beauty App est une application web et mobile qui met en relation les demandeurs de services de beauté aux prestataires de services ou établissements. Avec Beauty App, je localise, je vérifie la disponibilité du service à l'instant, je commande et je réserve. Et ensuite, le prestataire, lui, de son côté, il gère sa clientèle, gère sa file d'attente et accroît sa clientèle aussi. Donc, c'est un peu ça, Beauty App. La beauté. En fait, c'est d'abord les difficultés que la plupart des personnes rencontrent dans ces domaines et aussi le potentiel d'affaires que offre ce domaine. En fait, généralement, la plupart des femmes
ont pour habitude de se faire belles tout le jour et rester belles constamment. Et pour ça, elles sont butées à des difficultés comme trouver le meilleur endroit pour se faire belle, trouver le meilleur offreur de service, trouver le meilleur endroit. Et même quand bien même on peut trouver le meilleur endroit, qu'est-ce qui rassure que si on arrive à l'endroit exact, on va trouver les services à l'instant voulu. Donc c'est pour ça que Beauty App est là, te permet assis tranquillement dans ton salon, tu vérifies la disponibilité du service, tu localises là où se trouvent les services, parce que le service peut être près de chez toi, tu les localises et tu réserves. Et si le service n'est pas disponible, ça je dois le souligner, tu peux réserver les services à l'instant où le service sera disponible. Au moment où le service est disponible, tu recevras une notification qui te dit « Maintenant, le service est disponible, tu peux passer dans 1 heure, dans 2 heures. » Notre particularité, c'est d'abord notre innovation qu'on amène. L'innovation, c'est dans le sens où, avec Beauty App, on a l'accessibilité au service. Avec Beauty App, je peux facilement localiser, c'est que nos concurrents actuellement ne proposent pas. Avec Beauty App, je vérifie la disponibilité du service, donc l'instantanéité. Avec Beauty App, je commande, je réserve et je notifie aussi. Donc, je notifie le service, si le service est bien ou mal fourni. Effectivement, oui, on a besoin d'un crédit parce que dans le long terme, il nous faut un crédit pour exécuter notre plan d'affaires, exactement. Mais le problème, comme bien entendu, les banques exigent actuellement un gage. Et les gages, à notre niveau, pour le trouver par rapport au crédit dont nous avons besoin, n'est pas facile. Mais en entendre parler, c'est qu'on dit que le gouvernement actuel va injecter dans les banques un fonds de garantie qui peut permettre aux startups, aux entrepreneurs, en fait, d'accéder au crédit sans restriction. Et nous comptons sur ça pour nous booster encore plus. Et en plus, il faut comprendre que le crédit dont nous avons besoin, c'est un crédit supérieur. Et les gages qu'on peut disponibiliser en fonction du crédit, pour le moment, on ne l'a pas. Donc, la seule chose que nous pouvons compter, c'est sur ce fonds de garantie. Et l'avoir et puis lancer toutes nos phases. Bonjour, Monsieur Alkitenge. Madame, bonjour. Monsieur Alkitenge, merci de nous recevoir encore une fois. Je rappelle que vous êtes stratège et analyste économique. Exact. Oui. Après plusieurs mois d'attente, nous avons enfin le gouvernement. Quelle analyse faites-vous du projet de la loi budgétaire de 10 milliards? Est-ce réaliste? Merci beaucoup pour votre question. Vous savez, je voudrais d'abord faire une petite observation. Un budget d'un pays, il a un rôle extrêmement important. Il consiste à donner les moyens aux dirigeants de résoudre les problèmes qu'il y a. On a deux approches. La première, elle est la plus régulière, où les gens disent « j'ai autant d'argent, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas ?» Et là, moi, je me pose la question de savoir sur base de quoi on peut arbitrer sur ce qu'on ne peut pas faire, surtout pour les autres. Et il y a une deuxième approche qui est plus volontariste et plus sérieuse, c'est de dire « qu'est-ce que je dois faire? Combien ça coûte? De combien je dispose? Et où est-ce que je vais chercher la différence pour absolument résoudre des problèmes ?» C'est pour ça qu'on dit qu'en gestion publique, il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Par exemple, on doit soigner tout le monde. On ne peut pas soigner les uns et ne pas soigner les autres parce que ne pas soigner les gens correspond à les tuer. Aujourd'hui, il y a une deuxième contrainte, c'est qu'on ne peut pas laisser les gens illettrés et ne pas les former parce que tout le monde sait très bien que les personnes bien formées sont productives pour la nation alors que celles qui ne le sont pas sont des charges. Donc, il faut savoir qu'un budget a surtout un sens de responsabilité du pouvoir public. Okay. Et 10 milliards, est-ce suffisant pour gérer la population et créer des emplois? 10 milliards de dollars, c'est très peu d'argent. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit de manière assez claire. C'est tout de même le double de l'ancien budget, celui de l'année dernière, mais c'est encore très peu d'argent par rapport à ce qui doit être fait. Dans la mesure où, surtout, il faut que vous sachiez que nous sommes sur 2 345 000 km² et nous sommes plus de 85 millions de personnes. Et donc, il ne faut pas espérer qu'on peut effectivement gérer un pays comme celui-ci avec 10 milliards de dollars. Et juste pour vous donner une illustration, regardez le Congo-Brazzaville, c'est à peine 4 millions de personnes, leur budget est près de 5 milliards de dollars. Ça veut dire qu'en fait, si vous faites ne serait-ce que le ratio entre 4 et 80 millions de personnes, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas de 10 milliards de dollars dont on a besoin pour gérer ce pays. Et d'ailleurs, dans une émission
sur une des chaînes internationales, je disais, même un prestidigitateur ne gérerait pas ce pays dans le contexte budgétaire actuel. Et selon vous, combien il faut pour bien gérer notre pays? Je vais vous faire encore une référence d'un pays qui est, à mon avis, encore pauvre, qui est le Congo-Brazzaville. Si eux, pour 4 milliards de personnes, pour 4 millions de personnes, ils ont 4 milliards et demi, 5 milliards de dollars, si vous multipliez par 20, ça sous-entend qu'en fait, pour que nous ayons la capacité par citoyen de Sassou Nguesso, il est important que Félix-Antoine Tshisekedi ait aux alentours de 80 à 5 milliards de dollars. Et ça correspond plus ou moins à de l'argent qu'il projetait que nous soyons en mesure d'atteindre dans 10 ans. Et j'ai juste envie de lui dire à titre personnel qu'il n'a pas le temps d'attendre et personne n'a le temps d'attendre. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut innover, il faut aller chercher des couloirs d'innovation financière là où il y a et être en mesure de pouvoir donner les moyens à ce pays de pouvoir commencer à travailler et à produire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas l'argent qui nous manque. Nous avons des réserves minières qui ne font absolument rien. On peut les mettre à contribution pour être en mesure de lever de l'argent. Il y a aujourd'hui des partenariats publics-privés qui permettent de faire des infrastructures productives qui peuvent être utilisées. Il y a aujourd'hui des fonds de pension à travers le monde qui ne cherchent qu'à être investis. Il y a des pays qui meurent de faim simplement parce qu'ils n'ont pas d'eau et nous avons de l'eau à provision. Il y a des pays qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas de terre pour cultiver et nous avons des terres pour cultiver. Ce dont on a besoin ici, c'est une véritable innovation en termes d'approche par rapport à la participation au niveau des compétences, mais également au niveau de l'argent. Et la seule façon de le faire, c'est de pouvoir internationaliser la question du développement du Congo. Mais bien plus que ça, nous sommes détenteurs d'un potentiel hydroélectrique et un potentiel solaire extrêmement important qu'il faut mettre au cœur de notre stratégie pour être en mesure de pouvoir faire des choses à grande taille et dans la bonne qualité. Monsieur Tengue, et du point de vue interne, comment se présente la contribution de chaque province? Ça, c'est le gros problème. Nous sommes dans un pays où 3 ou 4 provinces seulement donnent une véritable contribution à ce que nous pouvons considérer comme étant les recettes publiques. Il est important, à mon avis, que la République démocratique du Congo se donne, dans le cadre de la décentralisation, des ambitions sérieuses par province. Non seulement en réception des services publics et en investissement public, mais également en contribution tout à fait au budget de l'État. La seule raison pour laquelle je le dis, c'est que nous sommes un pays essentiellement rural, 80% de notre population vivant en milieu plutôt reculé, comme on le dit. Il est important que nous sachions de quelle manière nous mettons ces personnes à contribution, non seulement pour recevoir les services publics, mais également pour contribuer à l'économie du pays. Et c'est comme ça, simplement, que l'on peut avoir un PIB par tête d'habitant élevé, et lorsque nous faisons la sommation, nous pouvons avoir un PIB du pays beaucoup plus élevé. Et les 10 milliards dont nous parlons, c'est un projet. Pensez-vous que le pays a la capacité de mobiliser cette somme sans l'apport extérieur? Parce que le projet budgétaire compte sur l'appui de la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux. Je crois que la chose la plus importante qui fait fonctionner un pays, ce n'est pas nécessairement l'argent qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut, ça veut dire en fait l'ensemble de l'activité économique qui se passe sur notre territoire. Mais maintenant, les activités économiques qui peuvent se développer sur notre territoire peuvent se développer avec des capitaux extérieurs. Et c'est pour ça que moi je pense que au-delà de la dette publique et de l'endettement public, il est très important d'aller dans des partenariats publics-privés pour que des gens qui ont des capacités de développement du travail et qui ont l'argent soient en mesure de travailler ici. Et le modèle chinois optimisé peut être quelque chose que nous pouvons généraliser avec les Russes, que nous pouvons généraliser avec les Anglais, les Français, les Canadiens. Et je pense simplement que nous devons nous doter d'un plan stratégique de développement que nous n'avons pas aujourd'hui, qui nous permette de donner de la visibilité aux acteurs internes et aux acteurs externes. Et 10 milliards de dollars mobilisables en République démocratique du Congo, la réponse est oui. Il suffit simplement que nous puissions être en mesure de moderniser l'État, ça veut dire l'informatiser très sérieusement. Deuxième chose, responsabiliser le cadre fiscal vis-à-vis des citoyens et non des entreprises. Deuxième étape. Et la troisième étape, éviter toutes les formes de corruption et les coulages des recettes. Et si nous avons ces 3 éléments mis ensemble, dans le contexte actuel de l'économie, nous pouvons mobiliser jusqu'à 20 milliards de dollars. Les 15 milliards de dollars étant les 15 milliards que le patron des patrons, Albert Yuma, fustige tout le temps en disant qu'il y a de l'argent qui circule en dehors du système bancaire. Et il n'est pas le seul à donner ce chiffre. Lorsque vous regardez un certain nombre de comportements d'opérateurs, y compris dans le secteur minier, qui travaillent sur ce que moi j'appelle de la fraude fiscale, mais qui travaillent également sur tout ce qu'on appelle du commerce triangulaire, qui pratique des prix de transfert, nous nous disons il y a énormément de potentiel que nous pouvons avoir à exploiter dans le secteur du développement économique congolais. Okay. Et est-ce que c'est une bonne chose de travailler avec la Banque mondiale ainsi que le Fonds monétaire international?
Parce que ces institutions sont taxées d'ingérence, vous le savez bien. Ces institutions ont des résultats à géométrie variable dans le monde en fonction du sérieux et du caractère prévisionnel des pays. Des pays qui ont des plans de travail, qui ont une capacité d'exécution sérieuse, se font respecter et ne se font imposer quoi que ce soit. Lorsque vous êtes un pays qui n'a pas de plan stratégique de développement, qui a une capacité très faible de développement des projets, bien entendu, il donne l'air de ce qu'on appelle en anglais bossy. Ça veut dire qu'en fait, vous avez l'impression qu'ils s'ingèrent dans les décisions, mais en fait, ils vous font prendre des décisions que vous ne prenez pas. Et ça peut être gênant. Et je crois simplement que lorsque vous avez un plan de travail, c'est votre plan de travail, lorsqu'il est clair, vous le partagez avec les différents partenaires. Mais la chose la plus importante, c'est que, vous faites un effort pour que vous soyez vous-même discipliné dans l'exécution de ce que vous avez dit que vous allez faire, de sorte à ne pas embarrasser vos partenaires. Mais il reste quelque chose de très important et de très moderne. On ne peut plus travailler uniquement avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, il faut avoir un panier d'intervenants. Il faut avoir un agenda avec la Chine, qui a un agenda avec nous. Il faut avoir un agenda avec le Brésil. Il faut avoir un agenda avec la Russie. Il faut avoir un agenda avec le Fonds monétaire international. Il faut avoir un agenda avec la Banque mondiale. Et c'est en travaillant avec un panier d'intervenants que vous choisissez les meilleurs, projet par projet. Ok, d'accord. Et parmi nos ressources, quel est le rôle du secteur minier? Parce qu'avoir le budget, nous pouvons dire que sa contribution est maigre face au... Oui, tout à fait. Le Code minier 1 et 2 nous a menti. Tel qu'il a été conçu, il n'a pas été de nature à pouvoir non seulement donner des revenus sérieux à la République démocratique du Congo, mais non plus à le développer. Tout le monde sait très bien que le secteur minier est très avide des capitaux et donc d'automatisation. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, à mon avis, le secteur minier, étant donné d'ailleurs que ce sont des ressources épuisables, devrait avoir une mission de levier. Le plus important pour nous, c'est d'avoir un capital humain de qualité. Donc, il faut investir dans l'homme en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne la compétence. Parce que vous savez, nous sommes un pays où l'espérance de vie est de 52 ans. Et ça, c'est la conséquence d'un très mauvais système de santé. Il faut donc travailler dessus, il faut investir dessus. Nous sommes également dans un pays où le taux d'alphabétisation est très faible. Donc, il faut être en mesure de travailler sur la capacité d'augmenter les compétences des Congolais. Et ça, c'est des secteurs dans lesquels, même s'il faut investir avec de l'argent emprunté, il faut le faire parce qu'un homme en bonne santé est capable de produire, il peut rembourser. Deuxièmement, il faut quand même investir dans les infrastructures qui facilitent et qui accélèrent le développement économique. Même s'il faut emprunter pour investir dans le secteur des infrastructures structurantes, il faut le faire. Le plus important, c'est que nous soyons en mesure de savoir avancer. Mais par contre, moi je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important que nous pouvons faire tout de suite. Nous ne sommes pas un pays producteur de produits pétroliers et le monde entier est en train de crier sur la pollution et les dérèglements climatiques. Nous sommes un pays amplement hydroélectrique. Nous devrions être en mesure de pouvoir faire un gros changement et utiliser non pas le secteur minier, mais plutôt le secteur énergétique comme notre levier international en termes de géopolitique et de géostratégie. Et nous avons des potentiels qui dépassent les 100 milliards de dollars de revenus. Lorsque vous prenez les 110 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique et vous prenez les 70 000 mégawatts de potentiel solaire, si vous les mettez sur un réseau, c'est aux alentours de 120 à 130 milliards de dollars de revenus annuels. Mais ça sous-entend qu'en fait, on est d'abord entre 200 et 300 milliards de dollars pour investir. Et donc, lorsque vous avez un business plan correct et qui se montre, et lorsque vous faites des partenariats qu'il faut, et ça, on peut passer du potentiel à la réalité. D'accord. Monsieur Alf, nous soufflons un peu avec la publicité et nous revenons tout à l'heure. D'accord. Et voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre échange. Nous continuons, nous poursuivons. Monsieur Alf Kitenge, l'une des choses mentionnées pour le projet budgétaire des 10 milliards est la gratuité de l'école primaire. Pensez-vous que c'est une bonne idée ou le gouvernement est allé un peu plus tôt, plus rapide? Je pense simplement que le gouvernement arrive sur cette question de manière très tardive, contrairement à ce que l'on peut penser. Le droit à l'enseignement primaire et secondaire sponsorisé par l'État est consacré par la Constitution. Et en plus, j'ai envie de vous dire que ceci ne constitue pas du social. C'est un investissement économique et financier rentable. C'est obligatoire de former des citoyens, sinon ils vont peser lourd sur l'État, sinon ils vont devenir des destructeurs de l'État. Les Chegué, les Kuluna et tous les bandits que nous avons sont des gens que le système n'a pas pris en charge. Et il est donc important qu'on se rende compte qu'il faut absolument fournir des efforts pour que la gratuité de l'enseignement, non seulement élémentaire, mais primaire et secondaire, deviennent des faits concrets et obligatoires et que nous ayons la capacité de former et de produire des citoyens de qualité productifs. Et ça, aujourd'hui, on peut souffrir, mais vous allez vous rendre compte dans les 2-3 années qui viennent que les conséquences positives vont être au rendez-vous.
Mais actuellement, le professeur se plaint qu'ils ne sont pas payés, les élèves se plaignent d'être nombreux dans les salles. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme idée pour y remédier? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans un contexte de 5 ou de 10 milliards de dollars, même un prestidigitateur ne peut pas donner des grands résultats. C'est pour ça que nous devons pouvoir aller à des budgets conséquents. Et je vous donnais l'ordre de grandeur tout à l'heure, aux alentours de 80 à 100 milliards de dollars. En République démocratique du Congo, on aura seulement les mêmes moyens que le Congo-Brazzaville. Ce n'est même pas suffisant pour se considérer comme un pays développé. Nous sommes dans un pays où les pouvoirs publics se dispensent de donner un minimum de services publics à une grande partie de notre population, faute de moyens. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on met un problème comme celui de la gratuité sur la table, eh bien, on se rend compte des dégâts que nous avons commis toutes les années antérieures. Mais maintenant que le problème est sur la table, ce qu'il faut, c'est de dire comment nous faisons pour être en mesure de résoudre les vrais problèmes de manière globale. Le problème, c'est que quand vous cachez les vrais problèmes de l'État, vous ne les résolvez pas du tout. Allez, laissez-moi vous dire, par exemple, que nous sommes un pays où même la vaccination de nos enfants n'est pas sponsorisée par nous. Si les étrangers arrêtent de donner les antirétroviraux dans ce pays, c'est la catastrophe la plus totale. Mais ça, c'est des réalités. Il faut un jour que quelqu'un les mette sur la table. Et je souhaite que le chef de l'État ait le courage de mettre les problèmes de notre pays, les uns après les autres, sur la table, pour que nous puissions être en mesure de quitter les sentiers battus et que nous allions à la recherche des vraies solutions qui englobent toute la République. Et récemment, le gouvernement a émis de bons trésors pour lever les fonds sur le marché local. Est-ce une bonne idée selon vous? C'est une excellente idée et il est important que les Congolais apprennent à être les premiers investisseurs dans leur propre économie. Le pays le plus endetté du monde s'appelle le Japon. Il a 245% d'endettement par rapport au PIB. Et allez regarder très bien, plus de 70 à 80% de leur endettement, c'est de l'endettement intérieur. C'est les Japonais qui achètent les bons trésors du gouvernement. Mais là, il y a une condition. Il faut que le gouvernement soit suffisamment sérieux pour qu'à échéance, il rembourse avec les intérêts convenus, pour qu'il y ait une convention tacite et basée sur la confiance entre la population et l'État lui-même. Il est donc important que les Congolais apprennent, comme en Égypte, à financer les grands ouvrages du pays, qu'ils apprennent, comme en Éthiopie, à pouvoir donner leur argent pour développer des infrastructures structurantes. Parce qu'il faut toujours savoir que lorsque votre pays emprunte à l'extérieur, il paye à l'extérieur et il paye avec les intérêts. Alors autant que ces intérêts soient déposés dans notre économie et que ce patriotisme devienne une véritable réalité. Mais pour ça, encore une fois, il va falloir que les opérateurs politiques deviennent des personnes sérieuses, capables d'être intègres, de démontrer leur dignité et être en mesure d'être dignes de confiance de la population. Il est donc important que nous établissions des rapports sérieux de confiance et d'intégrité entre les opérateurs économiques, les citoyens et l'État congolais. Et comment jugez-vous le secteur financier de notre pays? Il commence à se mettre en place. Il nous manquait des assurances. Aujourd'hui, nous avons des assurances libéralisées et donc, éventuellement, au-dessus des banques, nous avons une couche de sécurité supplémentaire. Mais il nous faut un vrai marché des capitaux ici, une vraie bourse, comme certains pays l'ont. Le Kenya a sa bourse, l'Afrique du Sud a la sienne, et il y a beaucoup d'autres pays, comme le Rwanda, qui a également une place boursière. Nous allons y arriver. Maintenant que nous avons les assurances, c'est sûr que la Banque centrale qui commence avec des activités comme celle d'émission des bons de trésor va devoir structurer avec le ministère des Finances une véritable bourse et il est important que nous l'ayons ici. Mais au-delà de tout ça, au-delà du secteur financier, il faut savoir que ce qui fait un pays et son économie, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Il est honteux qu'un pays comme le nôtre, nous soyons producteurs de cuivre, mais que nous importions les fils de cuivre pour faire les raccordements électriques chez nous. En fait, c'est là-bas que nous devons faire la différence. Nous ne devrions plus jamais exporter du cuivre à l'état brut. La même chose avec le cobalt. Aujourd'hui, le cobalt entre dans les batteries qui vont servir sur les véhicules électriques. Nous devrions être ce pays qui fabrique des batteries, mais pourquoi pas qui accueille ici les grands fabricants des véhicules électriques. Et nous sommes consommateurs d'électricité, mais nous sommes plutôt consommateurs en grande partie des produits pétroliers. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Nous devrions être en mesure de faire un grand shift qui nous envoie vers la production d'électricité pour être en mesure d'en être les premiers consommateurs. Nous avons besoin d'avoir une vision intégrée. C'est à ça que les finances viennent servir une économie. Les finances pour les finances ne sont pas une solution. Et dans tout ça, quel rôle le gouvernement peut jouer? Le gouvernement est censé être le producteur de l'intelligence collective. Le gouvernement aujourd'hui est censé se servir des universités, se servir des centres de recherche, se servir des experts pour être en mesure de sortir le logiciel de gestion qui sort de la pauvreté mais qui va vers une production intensive des richesses. En fait, comme j'aurais voulu le dire, c'est que le gouvernement devrait être le centre où les meilleurs d'entre nous siègent parce qu'ils sont censés trouver des solutions pour tout le monde.
Monsieur Al-Kitenge, quelle est la faiblesse du Congo ou la faiblesse majeure qui nous empêche d'avancer? La plus grande faiblesse, c'est que nous n'avons pas le capital humain en quantité et en qualité voulue. Laissez-moi vous donner des chiffres. Nous avons seulement près de 20 000 médecins, il nous en faut 200 000. Nous avons seulement à peu près 450 000 enseignants, il nous en faut 2 millions. Nous n'avons ni assez d'enseignants ni d'enseignants de qualité. Et lorsque vous regardez les deux, l'impact, c'est que nous avons des gens qui sont en très mauvaise santé et des gens qui ne sont pas formés. La plus grosse faiblesse de ce pays, c'est l'absence du capital humain en quantité et en qualité voulue. Et ça, même si jamais on amène beaucoup d'argent ici, on fait des belles infrastructures, il manquera des gens pour porter et pérenniser le développement. Nous devons et nous avons l'obligation d'investir dans l'être, dans le capital humain, dans l'homme, dans sa santé et dans ses compétences. Et la deuxième faiblesse, quand on a fini de parler de la faiblesse des faiblesses, qui est celle de la capital humain, c'est les infrastructures. Nous n'avons pas un plan général d'aménagement du territoire. Et ça, c'est une faiblesse notoire. Nous devons être en mesure d'être le point de connexion de l'économie africaine. Lorsque vous venez du nord et vous voulez aller au sud, vous arrivez à la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas passer. Lorsque vous venez du nord, vous voulez aller, lorsque vous venez de l'est, vous voulez aller à l'ouest, vous arrivez à la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas traverser. Et le simple fait que nous sommes un point de coupure pour l'économie géopolitique de l'Afrique, ça nous pose un véritable problème et ça nous empêche de jouer notre rôle en tant que catalyseur de l'économie africaine et de l'économie du monde. Avec le nouveau président Félix Tshisekedi, il y a une sorte d'ambition de faire des choses, même de rendre le Congolais les millionnaires ou les futurs milliardaires dans 5 ans. Quels sont les facteurs structurants et accélérants d'une économie plus ambitieuse? D'abord, c'est une très bonne chose que l'ambition soit exprimée de manière politique. Mais après, il faut aller au-delà. Il n'y a rien qui peut se faire sans une planification organisée. Il est important et impérieux de donner à ce pays un plan stratégique de développement qui nous permet à nous-mêmes de nous projeter dans le temps, mais qui permet aussi aux partenaires de pouvoir nous dire « Ah, ces gens veulent aller dans telle direction d'ici 10-15 ans » et se projeter avec nous. Ici, la plupart d'opérateurs étrangers que nous avons sont des commerçants, des gens qui veulent vendre des choses et partir. On n'a pas d'opérateurs économiques sérieux qui viennent s'installer ici pour les 30 et les 40 prochaines années, simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas un plan cohérent de gestion. Laissez-moi vous dire par exemple que nous sommes un pays à vocation minière, mais nous n'avons pas de l'énergie pour faire tourner les mines. Et du coup, les gens qui viennent exploiter les mines ici, ils exportent les minerais pour aller les traiter ailleurs. C'est des choses qui montrent simplement que, faute de planification intelligente, nous ne pouvons pas avoir des résultats. La deuxième des choses, il faut que les opérateurs politiques apprennent à se séparer du conflit d'intérêts. Nous avons trop d'opérateurs politiques dans les affaires, au point que l'affairisme devient la règle et malheureusement l'éthique professionnelle, aussi bien en politique qu'en affaires, devient très faible. Il est donc important qu'on éradique la corruption et qu'on informatise la gestion du pays. C'est la seule manière pour moi de pouvoir avoir un environnement clair, prédictible, qui peut permettre que des investissements intensifs se fassent ici de manière directe par nous-mêmes, mais également par les étrangers. Et je pense que la simplification de l'appareil de l'État est quelque chose d'extrêmement important. L'automatisation de l'appareil de l'État, quelque chose d'extrêmement important, parce que ça permet aux gens de pouvoir prédire ce qui peut leur arriver. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté ici, c'est que l'influence des individus, et essentiellement du personnel politique, est très importante. Monsieur Al-Kitenge, je vous remercie déjà de nous avoir accordé votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Un mot de la fin? Ce pays est un très beau pays, il est installé au cœur de l'Afrique et au cœur du monde. Nous avons un rôle extrêmement à jouer, aussi bien dans le pays, dans le continent et dans le monde. Notre plus grand pilier, c'est le potentiel électrique propre que nous avons et c'est sur ça que nous devons nous appuyer pour être en mesure de servir la population congolaise, mais également de pouvoir servir les pays africains. Nous sommes à la fin de cette édition spéciale. J'espère que cet échange vous a été bénéfique. Pour retrouver cette émission, allez dans notre chaîne YouTube 30 Echo Magazine et notre page Facebook 30 Echo. Encore une fois, merci d'être nombreux à nous suivre. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.